particulière, nous avons pu joindre et rencontrer le docteur Komoué François, président du tribunal de commerce d'Abidjan et du Centre international pour le développement du droit, qui a accepté de nous accompagner et qui a accepté, malgré les exigences de sa fonction, d'être avec nous pour présider. Et donc à cette table ronde, nous allons inviter Dr Komoué François en tant que président pour la première table ronde. Nous allons inviter également Dr Denis Bossou, que Madame le ministre a présenté tout à l'heure, qui est le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et qui vient d'être également élu directeur, n'est-ce pas, de l'Office africain de la propriété intellectuelle, OAPI. Et comme Dieu inspire, il s'est trouvé que nous avons contacté la directrice du patrimoine culturel et nous lui avons demandé, pendant que nous étions en train de la contacter, qu'elle prépare au moins une présentation. Et je pense que cela nous sauve parce qu'elle nous a confié un éminent, une personne digne de son rang. Et c'est M. Sekongo, qui est le conseiller technique du patrimoine culturel et qui va représenter et qui va intervenir non seulement en son propre nom, mais également au nom de la directrice du patrimoine culturel. Donc, M. Sekongo, s'il vous plaît. Et enfin, également une touche internationale, nous allons appeler deux personnes. Il y a d'abord Mademoiselle Esther Sandrine Gom, avocate au barreau donc au Cameroun, qui est là. Merci. Et enfin, nous allons appeler notre collègue qui vient de la France, Grégory Calfresh, qui vient de l'Université de Toulouse-Saint-Capitole. Merci. Cela dit, Monsieur le Président, vous avez la parole. Bien, merci, Monsieur Alain. En ma qualité de président de cette table ronde, je voudrais d'abord remercier Madame le ministre d'être là. Elle a ouvert la table ronde, mais elle est là, elle va nous écouter, enfin elle va vous écouter plutôt. Merci Madame le ministre d'être là et merci à vous tous. Et comme le temps avance, il faut commencer. L'importance du thème a été située lors de la cérémonie d'ouverture. Les difficultés ont été brossées aussi. Maintenant, nous allons écouter nos 4 intervenants sur la valorisation économique du patrimoine immatériel des collectivités publiques. Je voudrais suivre l'ordre qui a été indiqué par le docteur Alain, commençant par le directeur général de l'OIPI et de l'OAPI, docteur Denis Bossou. Il m'avait dit tout à l'heure, M. Alain, que chaque intervenant avait entre 15 et 20 minutes. Comme j'ai l'habitude de présider et de rendre des décisions, moi je réduis cela. Parce que je réduis cela maximum 10 minutes, pour permettre aussi des échanges et permettre aussi à tout le monde d'être assez imprégné de tout ça. Donc 10 minutes. Alors, essayez de barrer tout ce qu'il y a à barrer, mais en tout cas 10 minutes chrono. De Dosso, vous commencez à, je pense qu'à 11h05, à 10h05, 11h05, vous devez avoir terminé. C'est ça. On va accompagner Denis avec les applaudissements. Bien, alors, puisque nous n'avons que 10 minutes, nous n'allons pas faire de discours. Juste pour dire que notre intervention est une contribution d'un point de vue, un point de vue particulier qui est lié à mes fonctions et à mon métier.
Alors, c'est toujours un retour aux sources pour l'ancien étudiant de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny que de parler de patrimoine. En effet, comment ne pas se souvenir des célèbres professeurs strasbourgeois dont l'orthographe des noms était en elle-même une difficulté pour les étudiants que nous étions, et sans parler de la notion dont ils étaient les théoriciens. Aubry et Rowe, c'est d'eux qu'il s'agit, ont systématisé pour les juristes la notion de patrimoine. Ainsi, pour le juriste, en tout cas le juriste privatiste, le patrimoine est l'ensemble des droits appréciables en argent qui ont pour objet, qui ont pour sujet actif ou passif une même personne, qui sont envisagés comme formant une universalité juridique. Dans ce contexte, le patrimoine désigne l'ensemble des biens, des droits, des obligations d'une personne. Ainsi, toute personne possède un patrimoine. Ce patrimoine comprend à la fois l'actif, meubles et immeubles, les passifs, qui sont les dettes. Le patrimoine est par conséquent envisagé comme une universalité de droits, tout l'actif répondant du passif. Je voudrais cependant vous rassurer. Ce n'est pas de ce patrimoine que je vais parler. Je ne parlerai pas non plus du patrimoine tel qu'il est appréhendé par les économistes. En effet, sur le plan financier et économique, le patrimoine désigne l'ensemble des biens possédés par une personne physique ou par une personne morale donnée, à un instant donné. Ce patrimoine peut être composé, comme on l'a dit tantôt, de meubles, d'équipements, de véhicules, de biens mobiliers, des placements, des parts d'entreprise et également des droits de propriété intellectuelle tels qu'un brevet. Alors, je vais me tourner vers le dictionnaire Larousse. D'après ce dictionnaire, le patrimoine est un bien propre, mais il est l'héritage commun, il est également l'héritage commun d'un groupe. Cette définition donne l'opportunité aux techniciens de la propriété intellectuelle, que je suis devenu par passion et par métier, d'intervenir dans le cadre de ce colloque. En effet, si le patrimoine peut être appréhendé comme un bien, cela veut dire qu'il peut être matériel comme immatériel. S'il est immatériel, alors il peut relever du système de la propriété intellectuelle. Encore faudrait-il préciser ce qu'il faut entendre par le système de la propriété intellectuelle. Pour être synthétique et faire une économie de temps, on peut avancer que le système de la propriété intellectuelle est un ensemble de règles destinées à réagir les créations immatérielles, produits de l'intelligence humaine. La propriété intellectuelle est donc le domaine par excellence de l'immatériel. Parler de patrimoine immatériel ne peut que susciter l'intérêt dans un monde de plus en plus dématérialisé, comme il a été dit. Cela nous amène donc à nous poser la question de savoir à quelle réalité renvoie la notion de patrimoine immatériel en matière de propriété intellectuelle. C'est le lieu de dire que la réponse à cette préoccupation est largement tributaire de la question de la titularité. C'est la raison pour laquelle nous allons en exode préciser la notion de collectivité publique. En effet, les collectivités publiques sont des personnes morales de droit public correspondant soit à un État souverain, une collectivité territoriale, un établissement public, éventuellement une institution supranationale. En tout cas, c'est la définition donnée par l'encyclopédie Wikipédia. Cela dit, pour les besoins de cette présentation, le patrimoine, nous allons juste dire que le patrimoine immatériel des collectivités publiques est constitué en réalité de l'ensemble des créations intellectuelles qui peuvent d'une manière ou d'une autre rattacher à ces collectivités. Ainsi,
on peut distinguer les créations intellectuelles qui appartiennent ab initio aux collectivités publiques et les créations intellectuelles qui appartiennent, pour ainsi dire, par défaut aux collectivités publiques. La première catégorie d'éléments du patrimoine immatériel des collectivités est constituée de l'ensemble des créations dont la propriété ne peut être reconnue qu'à une collectivité publique. C'est le cas des aspects culturels, des expressions du folklore. C'est le cas aussi des savoirs traditionnels et des ressources génétiques dont le statut juridique au plan international n'est pas encore clairement défini. La seconde catégorie est constituée de créations qui étaient à l'origine objets de droit privatif, qui pour une raison ou pour une autre sont tombés dans le domaine public. Alors on va envisager là l'ensemble des droits de propriété intellectuelle qui, par exemple, en raison de l'expiration de la durée de protection, vont tomber dans le domaine public. C'est le cas, je crois que M. Sekongo vous en parlera, de tout ce qui est production littéraire artistique qui, au bout du délai de protection, tombe dans le domaine public et reviennent à la collectivité. La valorisation économique pose la question de la technique, autrement dit, du mécanisme permettant à la collectivité publique de tirer des avantages de ce patrimoine. À cet égard, les différentes techniques sont envisageables. Ainsi, le patrimoine immatériel d'une collectivité peut être valorisé soit par le recensement et la protection, d'une part, et peut être également valorisé par une technique juridique qui est le transfert de droit. Je ne vais pas développer davantage ces points, mais concernant le premier point, je vais juste indiquer, je pense que les autres conférenciers vont développer davantage, c'est que les pays africains disposent d'un patrimoine immatériel assez fourni. Mais la difficulté qui est rencontrée, c'est quelle est la consistance de ce patrimoine. Et donc la première valorisation va consister à connaître ce patrimoine, d'où la notion de recensement, et je crois qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi sur le patrimoine qui évoque le sujet. Alors, cette question de recensement, au niveau de l'Office de propriété intellectuelle, nous l'avons fait, c'est notamment avec le cas des toiles de Korogo, des pailles de Baoulé, où des catalogues ont été édités, mais je crois qu'on pourra en parler si le temps nous le permet. La deuxième approche de valorisation, c'est la protection juridique. Une fois que l'objet est recensé, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger? Dans ce domaine, le système de la propriété intellectuelle va offrir un certain nombre d'outils, à savoir, par exemple, la protection par le droit d'auteur, dont je peux parler, mais pour un certain nombre de produits, on va utiliser des techniques comme des dessins et modèles industriels, c'est ce que nous avons mis en œuvre avec les toiles de Korogo, les pailles Baoulé, etc. Mais également, on va utiliser d'autres techniques qui est l'utilisation de signes qui vont indiquer l'origine du produit. Et c'est ce que nous sommes en train de déployer avec la TIEK, qui est un élément du patrimoine national, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le processus de mise en indication géographique d'un certain nombre d'éléments du patrimoine. La deuxième technique permettant de valoriser ce patrimoine, évidemment, ce sont des techniques de droit. C'est la question du transfert des droits. Alors, pour les étudiants juristes qui sont dans la salle, le transfert de droits peut s'opérer de deux façons. Il peut s'agir d'un transfert en propriété, et donc ces produits qui sont recensés, protégés, peuvent être commercialisés, peuvent être vendus, peuvent être cédés. C'est la première technique de valorisation. Mais la collectivité publique peut aussi peut décider de ne pas se séparer de la propriété de ses objets. Alors, il va utiliser la technique du transfert du droit d'usage qui va se traduire, pour être juridiquement précis, par des questions de location, de concession, etc., de droit d'utiliser, de licence.
Et je vois le président me faire signe qu'il me reste 2 minutes, mais je pense que j'ai presque fini. Je me tiens à votre disposition pour développer davantage cette introduction, qui devait être juste une contribution après la conférence principale, mais comme les conférenciers ne sont pas là, j'ai fait office d'introduction. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Après lui, normalement, nous devons écouter M. Sekongo. Vous restez ici ou vous allez là-bas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez rester ici. C'est ça. Lui, c'est un enseignant, donc il aime la République. Est-ce que le micro marche pour Sekongo? Allez-y. Merci, Monsieur le coordinateur. Je voudrais simplement indiquer que le professeur Alla a indiqué tout à l'heure que la direction du patrimoine culturel a demandé que nous venions la remplacer pour faire cette communication. Je pense qu'il faut rectifier, simplement pour dire que probablement la DPC a préféré, qui est une de mes anciennes étudiantes, qui a préféré que peut-être que le maître vienne à sa place. Je pense que vous avez, c'est juste que vous vous êtes adressé à la direction du patrimoine, qui est l'organe national, mais qui vous a certainement orienté vers son professeur, puisque c'est une de mes étudiantes. Bien, son introduction n'est pas prise en compte dans le... Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, en introduction, je voulais indiquer que nous sommes heureux d'être au sein de cette institution qui nous accueille et qui a bien voulu nous associer à la réflexion qui est en cours. Peut-on valoriser le patrimoine culturel sur le plan économique? C'est-à-dire, peut-on, à partir du PCI, le patrimoine culturel et immatériel, créer des biens et des services présentant quelque utilité permettant de satisfaire des besoins spécifiques, des biens et services qu'on peut se procurer avec paiement du juste prix? Comment assurer la production régulière et qualitative de biens économiques tirés du patrimoine culturel dans son volet immatériel? Pour tout dire, comment rendre marchand le PCI réputé insaisissable, voire protéiforme? L'importance du PCI n'a pas échappé à la Côte d'Ivoire, qui est État partie à la Convention sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dès 2006, puisque la Convention sur la sauvegarde du patrimoine, adoptée en 2003, et la Côte d'Ivoire, 3 ans plus tard, était membre de cette convention. Et donc, nous pensons que cette question, la question du patrimoine, est une question très, très complexe et qui ne manque pas de soulever des problèmes de gestion tout aussi complexes. Notre réflexion s'articulera autour des points suivants. 1. Rappel des notions de valorisation et de patrimoine culturel immatériel. 2. Modalités d'intervention sur le PCI. 3. Conditions d'efficacité de l'action. 4. Aperçu de la situation nationale. Et 5. Éléments de perspective. Bon,
Voilà, tout ça en 10 minutes. Bon, peut-être je vais zapper quelques éléments. Bien. Mais sans vous, je pense qu'on peut quand même lui accorder 5 minutes de plus, non, parce qu'avec tout ce qu'il a indiqué, parce qu'en fait, il y a Madame le ministre qui est là aussi, il faut permettre de saisir des choses connues, peut-être on peut passer là-dessus. Alors donc, le premier point, rappel des notions de valorisation et de patrimoine culturel immatériel. Je peux passer rapidement sur la première notion de valorisation dont tout à l'heure le professeur a parlé, pour m'appesantir sur le patrimoine culturel immatériel. De Van Gennep au XIXe siècle à l'UNESCO au XXIe siècle, il est appelé tour à tour folklore, art et tradition populaire, culture traditionnelle et populaire, et enfin patrimoine culturel immatériel. Au-delà de la dynamique terminologique, se cache une unité profonde de contenu qu'exprime clairement l'article 2 de la Convention de 2003 sur la sauvegarde du PCI. On entend par PCI, dit l'article 2, les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine. Ce patrimoine, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Principaux domaines d'expression du PCI, toujours selon la Convention de 2003. Ce patrimoine se manifeste dans les domaines suivants: les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine immatériel, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers, enfin, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Tous les peuples de Côte d'Ivoire ont des savoirs et des savoir-faire endogènes dans tous les domaines ci-dessus énumérés, tous exprimant le génie créateur des communautés. Qu'il s'agisse de récits historiques, épiques ou de contes, de musique, de chants ou de danse, de rites de passage et autres événements festifs, de remèdes tirés de l'environnement immédiat, la flore, la faune ou le minéral, ou enfin de procédés de fabrication et de transformation de diverses matières premières d'origine végétale, animale ou minérale. Quelles sont les modalités d'intervention sur le PCI? Premièrement, établir des inventaires avec l'accord et la participation des communautés. Deuxièmement, développer des connaissances multisectorielles et pluridisciplinaires sur les éléments du PCI. Troisièmement, protection d'espaces culturels propices à la représentation du PCI. Vous savez que dans la réalité sociologique, certains éléments du PCI, pour leur expression, ont besoin de lieux aménagés à cette fin. Transmission par l'éducation formelle et non formelle, mise en valeur par diverses modalités, revitalisation par la création de structures
favorisant la transmission des savoir-faire. Enfin, adopter des textes législatifs et des mesures administratives. Comme vous le voyez, il s'agit d'un travail complexe qui nécessite un savoir-faire et des ressources diversifiées, difficilement mobilisables concomitamment. Quelles sont les conditions d'efficacité de l'action? Mettre en place un cadre institutionnel adapté. Disposer de ressources humaines pluridisciplinaires qualifiées à l'emploi par la formation de tout personnel nécessaire. Élaborer des mesures normatives, création et exploitation d'infrastructures, disposer d'un cadre financier adéquat, impliquer les parties prenantes, y compris les populations détentrices ou porteuses de patrimoine. Si vous n'impliquez pas les populations concernées, eh bien, vous risquez fort de ne pas avoir la réponse à vos questions, etc. Enfin, sensibiliser à un changement positif de comportement ou d'attitude vis-à-vis du PCI, aussi bien du côté des décideurs que du corps social tout entier. Parce que sur le terrain encore, nous avons constaté que tous les décideurs ne sont pas encore partie prenante. Quelle est la situation nationale? Si le patrimoine immatériel reste encore vivace dans l'ensemble, certains reculs, voire certaines extinctions et certains piratages constituent de réels sujets d'inquiétude. Fabrication industrielle d'éléments du PCI, des arts vivants, musique, chant et danse ont disparu dans certaines minorités culturelles au profit de musiques urbaines ou électroniques. D'une façon générale, le PCI reste un secteur peu connu scientifiquement, malgré des initiatives éparses, mais non coordonnées entre elles, et dont les résultats sont rarement accessibles. Avec le phénomène de mondialisation, vous comprenez qu'il existe désormais des alternatives à tout le système patrimonial traditionnel. Il en découle, dans certaines situations, des attitudes de désintérêt, d'abandon, voire de rejet à l'égard de ce qui paraît désormais comme obsolète et dépassé. Malgré tout, les services chargés du patrimoine culturel ne sont pas restés inactifs. Au plan institutionnel, l'action publique a permis la reconnaissance nationale de certains éléments du PCI, le Bofé d'Afonka, les Djegele ou Balafon Senufo, qui sont inscrits au niveau international, le Zaouli est inscrit sur la liste nationale, etc. Avec l'appui de l'UNESCO, une étude est en train d'être menée sur le terrain, portant sur six régions administratives. Malheureusement, nous avons constaté sur le terrain le peu d'implication des collectivités territoriales dans l'identification et la promotion de leur patrimoine respectif. Au demeurant, les problèmes généraux du PCI en Afrique de l'Ouest ont bien été synthétisés à Dakar en 2004, lors d'un séminaire organisé par la Commission nationale UNESCO du Sénégal et qui ont pour nom générique « Déficit généralisé de ressources ». Élément de perspective. Je voudrais passer rapidement sur les valeurs multiples attachées au patrimoine culturel et immatériel. Si cela intéresse, je pense qu'on pourra y revenir. En conclusion, nous pourrons dire ceci.
les processus de mondialisation et de transformation sociale font peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le PCI. Une situation aggravée par l'insuffisance des moyens d'action en la matière. Ce secteur, potentiellement porteur, attend des actions vigoureuses de valorisation inscrites dans une chaîne de valeurs appropriée à chaque domaine et qu'il est impératif de définir et de mettre en œuvre. Il existe donc dans chaque domaine une chaîne de valeurs qu'il est essentiel de définir et de mettre en œuvre. Ceci est très important, en lien avec une approche globale de moyens et de ressources finalisées. Telle est, nous semble-t-il, la perspective porteuse d'avenir pour notre continent, riche de sa singularité, tout en étant présent au monde. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Sekondo. Après lui, la parole est à Maître Ngom. Elle est avocate, on vous l'a dit, conseil en propriété intellectuelle agréée par l'OAPI. Elle est à Yaoundé, c'est au Cameroun. Alors, comme les avocats aiment parler de vous aussi, je ne sais pas si vous restez assise ou pas. Ah oui, vous restez assise. Ah, comme ce n'est pas une plaidoirie, donc voilà. Bien, allez-y, Maître. Je vais parler un peu de l'économie du savoir en introduction, et puis après des instruments juridiques. Le prof en a déjà parlé, donc je vais revenir dessus rapidement. Et ensuite, je vais parler d'un côté du patrimoine immatériel culturel, et puis de l'autre du patrimoine immatériel technique, parce que les appropriations sont différentes pour les deux aspects. Donc d'abord, il faut qu'on sache qu'on est dans une économie qui est de plus en plus tournée vers le savoir. Ça se voit au niveau des instruments juridiques, par exemple, avec l'accord sur les aspects de la propriété intellectuelle liée au commerce, qui a été adopté en même temps que la création de l'OM 194, où on fait de la propriété intellectuelle et donc des actifs immatériels le troisième pilier du commerce. Donc c'est quelque chose que nos États doivent prendre en compte dans leur stratégie de développement, parce que d'autres pays l'ont déjà fait. Je pense à un pays comme la Corée du Sud qui n'a absolument aucune ressource naturelle, et dont toute l'économie est centrée sur la création du savoir et sa commercialisation. Donc c'est quelque chose vers quoi nos pays doivent se tourner. On a aussi le cas d'autres pays qui ont des ressources naturelles, mais qui ont fait de véritables stratégies de propriété intellectuelle pour à la fois diversifier leur économie et utiliser les actifs de propriété intellectuelle pour optimiser l'exploitation de leurs ressources naturelles. Je pense au Brésil, et à la Turquie et puis à l'Inde. Donc, s'agissant des instruments juridiques qui existent, dont le prof a parlé tout à l'heure, je pense qu'ils sont adaptés à une exploitation, à une valorisation économique des droits de propriété intellectuelle par les collectivités territoriales, de la même manière un établissement parapublic ou une collectivité territoriale peut avoir du terrain, peut être propriétaire d'un terrain, elle peut être titulaire d'actifs comme des brevets, des marques et tout. Il n'y a aucune contrainte dans le cadre juridique actuel au niveau de loi pays qui empêche une telle structure publique d'être propriétaire, d'être titulaire de droits de propriété intellectuelle, que ce soit le droit d'auteur et de droits de propriété industrielle comme les brevets, les marques, les indications géographiques, avec la petite particularité sur le droit d'auteur qu'elle va être titulaire dérivée parce qu'elle n'est pas une personne physique qui crée. Donc là, il y a la question des créations de salariés, du régime de création de salariés dans les instituts. Je vais revenir dessus un peu plus tard sur le patrimoine culturel. Maintenant, s'agissant des financements de nos centres de recherche, nos universités, les centres qui s'occupent du patrimoine culturel, c'est clair que vu qu'on est des pays en développement, il n'y a pas énormément d'argent qui est mis dedans, mais je pense qu'il y a un petit problème de volonté politique parce que, surtout s'agissant du patrimoine culturel, c'est plus perçu chez nous comme des espaces d'assistanat, mais pas comme des espaces qui peuvent créer de la richesse. Autant on peut créer énormément de richesse avec très peu dedans parce que la matière première, c'est pas comme créer une mine où on va mettre des milliards pour exploiter. Ça ne demande pas énormément d'investissement d'entrée et ça peut produire tout le temps. Je crois que là c'est bon pour le cadre financier et comptable. S'agissant du patrimoine culturel, je ne vais pas revenir sur les définitions du prof. Dans la loi sur le droit d'auteur, par exemple, au Cameroun, il y a ce qu'on appelle domaine public payant. Donc, le principe de la propriété intellectuelle, c'est de donner des droits exclusifs pour récompenser l'auteur pendant une durée précise et qu'à la fin, l'œuvre puisse être exploitée par tout le monde quand elle entre dans le domaine public.
Maintenant, nous, on a ce qu'on appelle domaine public payant. En théorie, c'est censé être free of use, pas de paiement. Mais chez nous, il y a un mécanisme qui permet, qui oblige ceux qui veulent utiliser les œuvres qui sont tombées dans le domaine public à payer une petite contrepartie à un fonds d'assistance culturelle, donc au ministère de la Culture. C'est censé permettre de financer les autres activités culturelles, donc comme une source de financement. Je ne sais pas si c'est pareil en Côte d'Ivoire. Je parle sur le contrat du DG. Il y a aussi l'exploitation du folklore, des expressions culturelles de folklore qui sont du ressort du ministère de la Culture, parce que c'est le patrimoine collectif, c'est pas quelque chose qui peut être approprié individuellement, parce que c'est les danses, les chants qui se transmettent de génération en génération depuis des siècles. Donc ça, c'est du ressort du ministère de la Culture qui doit donner des autorisations pour les exploiter. Donc, pour la valorisation économique concrètement, il s'agit de mettre en place une vraie stratégie et premièrement changer cette appréhension qui veut que la culture, ce soit le domaine des assistés, que les artistes soient des assistés. C'est un domaine qui peut rapporter énormément. On a des cas de pays dont la contribution des industries culturelles et créatives au PIB est énorme. On va prendre les US avec leur industrie du cinéma qui rapporte énormément, pareil que l'industrie de la musique et des arts visuels. Je vais prendre à côté de nous parce qu'il faut bien qu'on ait un exemple de chez nous pour voir que c'est possible. Dans notre contexte, on a le Nigeria. Actuellement, les chiffres de 2015, après le pétrole et avant l'agriculture, ce sont toutes les industries créatives confondues qui rapportent plus au PIB. Donc leur industrie cinématographique, la musique, les arts visuels, donc la mode, les dessins modèles, ce genre de choses. Et ça part d'un travail de fond qui a été mis en place il y a 15 ans, pas particulièrement par l'État, mais plus par les acteurs du secteur qui ont assaini, qui ont mis en place des stratégies, et on voit comment ça paye. On voit Nollywood maintenant, qui produit, qui est la deuxième industrie cinématographique au monde, après les Indiens et avant Hollywood, en termes de quantité de produits. Et un autre chiffre, l'année dernière, l'utilisation des œuvres sur Internet a rapporté 150 millions de dollars au Nigeria. Ça fait beaucoup d'argent pour très peu d'investissement de départ. Donc c'est quelque chose, il faudrait qu'on travaille sur des stratégies pour l'exploitation pour la valorisation économique du patrimoine culturel. Ça passe par la protection des droits d'auteur, des dessins et modèles, mais surtout par les contrats de licence qu'on va donner, la création de festivals, parce que ça fait venir des gens, ils payent des tickets d'entrée, ils achètent des CD, ils mangent, il y a toujours la gastronomie autour, ça fait venir des étrangers, ça rapporte de l'argent. Ça peut être des festivals de musique traditionnelle, ça peut être des festivals d'art graphique, sur l'artisanat, ça peut être plein de choses, mais c'est des choses qui rapportent de l'argent. Et après, autour, il y a des produits dérivés qu'on vend aux gens et ça crée de l'argent. Il y a l'exploitation du folklore par l'État lui-même, la création de centres au niveau des collectivités territoriales. Normalement, avec le pas vers la décentralisation, c'est plus elle qui devrait gérer au niveau local ce genre d'activité. Donc des contrats, ça passe par les contrats de licence, etc. Le prof en a déjà parlé. Maintenant, l'intervenant précédent a parlé de la mondialisation comme une menace. Pour moi, ça peut être une force, dépendant de la stratégie qu'on met en place. Je prends le cas des aborigènes qui ont les arts premiers. Ils ont utilisé la mondialisation pour transformer ça en produits industriels. Donc ils ont fait des produits dérivés à partir de là et ça rapporte de l'argent aux communautés. Donc ça dépend de comment on s'approprie, comment on intègre la mondialisation dans notre stratégie. Ça peut être une menace, mais ça peut être une force qu'on peut utiliser si on la retourne à notre avantage. Donc sur le patrimoine immatériel technique, on a toutes les recherches de nos centres de recherche sur l'agriculture, donc avec les nouvelles variétés végétales, sur la médecine, en partant de la pharmacopée traditionnelle. C'est vrai que ça a fait l'objet d'une autre session tout à l'heure, mais il y a plein de recherches agricoles, il y a les indications géographiques. Je crois qu'il y avait, avant la crise, ici, il y avait le projet de loi pays de protéger l'étoile de Korogo comme indication géographique. Et autour de l'indication géographique, on peut créer une petite industrie touristique avec des circuits pour les touristes pour voir comment on produit la toile à partir de la collecte du coton jusqu'aux produits finis. Ça, ce sont des systèmes de valorisation économique, de droits de propriété intelligente, on crée toute une industrie autour. Donc, les questions qu'il faut se poser sur la valorisation du patrimoine technique, il y a la question des gestions des inventions de salariés. On a des chercheurs qui sont dans les centres de recherche publics, qui sont dans les universités, on oublie cet aspect, et qui créent à partir du matériel mis à disposition par l'État, donc par l'université, et qui devrait normalement être la propriété universelle. Mais après, les chercheurs partent, les étudiants partent, et ces objets de propriété intellectuelle sont
utilisé par tout le monde sans contrepartie pour l'université, aller à l'étranger, même sur le continent. Il y a des universités comme Cape Town, où on fait signer, dès qu'on arrive à l'université, on fait signer un papier comme quoi tout ce qu'on crée appartient à l'université. Et il y a des industries qui se développent autour de cette université. Je prends le MIT à Massachusetts. Il y a presque 200 entreprises PME qui vivent qui existent à partir des créations, des inventions de cette université, qui, quand les chercheurs créent, déposent des brevets, des nouvelles variétés végétales à son nom, et puis donnent des licences à ces entreprises, ça crée de la richesse, et après, ils n'ont plus besoin de l'argent de l'État pour fonctionner. Donc, ils créent leur propre richesse. Il faut aller vers ça. On dit que j'ai 2 minutes. Donc, il faut faire une stratégie qui tienne en compte les questions de gestion, d'identification des actifs, donc par des outils de propriété intellectuelle, les questions de mise en place de politiques en interne, qui dit, ok, tu as créé, ça appartient à l'université, ok, on a donné des licences à tel montant, avec tel montant de royalties à telle personne ou à telle personne. On doit gérer la question de la recherche de mort conjointe, parce que nos centres de recherche et université travaillent beaucoup avec l'étranger. Il faut gérer les questions de qui a droit à quoi, qui a la titularisation des droits, c'est important. Question des licences, question des exploitations de tout ce qui est dessin modèle industriel par les festivals, etc. La question de l'utilisation des IG pour booster le tourisme. Et puis la formation et la sensibilisation des dirigeants. Parce que comme je dis encore, il y a un petit problème de volonté politique parce que le politique ne voit pas forcément l'intérêt et ce que ça peut créer comme richesse. Tant que ce n'est pas rentré, que ça peut créer de la richesse, il n'y aura pas de mouvement dessus. Donc en conclusion, comme j'ai dit au début, on est dans une économie qui va vers le savoir, donc on a intérêt à mettre ça dans nos stratégies, la gestion des actifs intellectuels, plutôt que de rester juste sur les ressources naturelles. On voit ce que ça crée comme crise pour les pays qui exploitaient juste par exemple le pétrole. Il faut qu'on utilise ça pour renforcer nos économies, pour aller vers l'industrialisation, et comme ils aiment bien le mot émergence, c'est l'émergence. Je vous remercie. Merci. En fait, le mot émergence est aimé parce que c'est un stade de développement, pas comme un slogan, c'est vers ce à quoi nous tendons et nous pensons qu'avec beaucoup de détermination, on va y arriver, n'est-ce pas, Madame le Ministre? On va y arriver, voilà. Non, c'est pas un slogan. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un slogan, c'est loin d'être un slogan, c'est un mode d'action. Voilà. Bien, dernier intervenant, Monsieur Grégory, attendez, voilà, monsieur... Vous avez des calfèches. C'est ça, un calfèche. Allez-y, 10 minutes, comme les autres. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je dois dire que pour une première fois en Côte d'Ivoire, je suis très bien accueilli. Je ne m'attendais pas à être face à Madame la Ministre et je vous remercie d'être là à ce colloque. Je remercie aussi fortement Étienne Alla, évidemment, pour m'avoir invité et pour pouvoir participer à cette table ronde. Je le remercie. J'ai vu qu'il était non seulement un bon scientifique qui savait organiser des manifestations, rassembler les forces, mais aussi qu'il avait un nombre de fans dans ses étudiants. Il a toutes les qualités requises pour être un des meilleurs enseignants-chercheurs, je vois ça. Et puis bien sûr Pierre-Alain Collot, qui lui aussi a des ovations par ses étudiants à Albi, et qui a organisé tout ça avec Étienne Alla. Donc merci beaucoup pour cette participation. Alors, on est dans une table ronde très intéressante et j'avoue que je vois que les enjeux sont tout à fait proches entre nos différents pays. Et c'est heureux parce qu'on peut évidemment en discuter et on peut aussi évidemment trouver des solutions communes. En France, la réflexion est relativement récente aussi. Je veux dire par là que c'est pas du tout quelque chose pour lesquels on aurait une habitude et pour lesquels on pourrait venir avec vous en disant nous on a quelque chose de très établi et qu'on pourrait vous vendre, vous proposer comme modèle, comme on l'a fait à certaines périodes de notre histoire. Non, on est dans une réflexion commune avec vous et c'est heureux parce qu'on a besoin de vos spécificités. Et y compris dans les aspects plus communautaires que représente la gestion des biens culturels, puisque ce sont des res communis, c'est-à-dire que la culture fait partie des biens de tous, ensemble, et que l'idée de son appropriation est parfois nécessaire pour pouvoir la valoriser, et en même temps son appropriation est la négation même de cet aspect culturel. Alors, ce qui est intéressant dans ce colloque, c'est notamment l'idée qu'on est à la croisée, à mon avis, de 3 droits différents.
d'une part d'un droit administratif relativement classique dans nos pays, qui est un droit administratif des biens, qui est marqué par la distinction domaine public, domaine privé, partout dans nos pays, de distinction qui, pour une fois, est à deux doigts de voler en éclats, et en tout cas qui apparaît comme singulièrement inadaptée à la situation des biens culturels et globalement des biens immatériels. Deuxièmement, deuxième droit impliqué, le droit public des affaires, celui qu'on appelle aussi le droit public de l'économie, c'est-à-dire selon qu'on le prenne plutôt côté entreprise ou plutôt côté étatique. Droit public de l'économie qui vise la valorisation et qui estime qu'un bien c'est une valeur, qu'une valeur peut en entraîner une autre, qu'on doit valoriser. Voilà. Et puis évidemment la culture, qui est aussi une troisième externalité, comme disent nos amis économistes, qui vient perturber le fonctionnement qui pourrait être à peu près normal entre le droit des biens et le droit public économique. Donc on voit bien, en réalité, quand on se reporte à ces matières-là, à quel point on peut globalement être perturbé par la situation. Alors, le droit français s'est d'abord posé de grandes questions sur l'existence de biens publics immatériels. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la situation est relativement bien avancée, mais jusqu'à très récemment, cette question a été une véritable question. Existe-t-il des biens publics immatériels? C'était notamment la question jusqu'à cette nouvelle révolution industrielle, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui est la numérisation. Au fond, aujourd'hui, dans les biens immatériels, il y a des biens numériques. Si on regarde bien une partie de notre habitude en matière de droit des biens, on va avoir, par exemple, et notamment pour prendre l'exemple de culture, c'est plus simple, c'est l'objet du colloque, les bibliothèques. Mais les bibliothèques, ce sont des livres, un musée, ce sont des tableaux. Et dès lors que, dans les années 80, on a inventé la numérisation, c'est qu'on a pu tout transformer en 0 et en 1, c'est ça la question. Tout transformer en 0 et 1. Et en fait, on a eu des tableaux, on a eu des livres qui n'existent pas physiquement. Et en réalité, il s'agit là, à mon avis, d'une véritable révolution culturelle au même titre que l'invention de la machine, de l'usine, etc. On est rentré dans une nouvelle ère et les cadres anciens ne s'adaptent plus. Alors, le droit administratif français a essayé de répondre à cela à partir, en réalité, d'une date très récente, puisque 2006. Vous voyez, si on regarde bien, c'est à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans, rien du tout. En 2006, il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Lévy-Jouillet sur l'économie de l'immatériel, la croissance de demain. Parce qu'évidemment, on voit bien que qu'est-ce qui est source de croissance dans le monde, dans les pays occidentaux spécialement, puisque le reste est déjà bien avancé, et qu'au contraire, on a la concurrence des pays à plus faible coût de production. Eh bien, la croissance dans les pays industrialisés, qu'est-ce que c'est? C'est l'économie numérique. Et donc, il y avait une double exigence pour nous, qui est qu'en l'absence de croissance, vous savez, nos taux de croissance sont extrêmement faibles, eh bien, on a besoin de ça comme levier de croissance. Alors, la question qui se posait ensuite, c'était de dire, puisque les biens immatériels se développent énormément, comment est-ce que le droit public va les recevoir? Le droit public a essayé de plaquer sa distinction public-privé, domaine public, domaine privé. Et il faut bien dire que ça a été un échec. La jurisprudence au départ a essayé de les rentrer dans le droit du domaine privé, du domaine public, bon, ça ne marchait pas du tout. Domaine privé, ça ne marchait pas bien. Et en réalité, on se retrouve aujourd'hui à devoir faire un droit mixte, favorisé aussi par le fait qu'une certaine partie des productions intellectuelles ont des titulaires difficilement déterminables. Soyons honnêtes, parmi une grande partie des biens immatériels des personnes publiques, c'est une production à nous universitaires. Et c'est-à-dire que tout ce que produisent vos mémoires, chers étudiants, vos thèses, tout ce que produit la recherche scientifique est une part importante de ces biens immatériels publics, sauf qu'ils appartiennent aussi bien à l'État qui nous paye qu'à nous individuellement, avec la propriété littéraire artistique et la nôtre, et avec des situations d'ailleurs de bases de données qui sont des problèmes mondiaux, qui sont celles de l'État qui paye les scientifiques, nous qui produisons notre matière scientifique, on se trouve à devoir racheter des bases de données qui en réalité qu'on a produit nous-mêmes à des éditeurs privés. Voilà, vous voyez, les enjeux sont extrêmement importants. Enjeux culturels avec la production scientifique, mais aussi enjeux de développement, puisque c'est évidemment à travers nos productions scientifiques que se fait le développement, et je ne parle pas de développement pour les pays en développement, je parle de développement partout dans le monde, de développement mondial. Sans production scientifique, il n'y a pas de développement des pays dits déjà développés. Ça n'a aucun sens. On est dans une situation qui, pour ce qui est de la tendance, est absolument identique.
Alors, le législateur a donc dû prendre des mesures pour essayer de trouver un droit sui generis, un droit propre à ces biens publics qui s'est donc développé. Dans ces biens en question, on peut distinguer, une collègue, Odile David de Beauregard-Berthier, a distingué trois types de biens. D'abord, les biens immatériels dits objets même du service public. C'est-à-dire, l'objet du service public, c'est le bien immatériel. On va prendre là, par exemple, les bibliothèques numériques. Une bibliothèque numérique, ça nécessite le numérique, c'est l'accès à la bibliothèque numérique qui est le service public. Bon, chez vous comme chez nous, c'est essentiel. S'il y a une chose qu'a bien fait l'Afrique, c'est naturellement de développer des réseaux Internet de plus en plus développés, qui sont dans bien des endroits tout à fait au niveau de ce qui se fait dans les pays du Nord. Et prenons la 4G, il y a certains pays du Nord qui n'ont pas la 4G, et quand on arrive au Côte d'Ivoire, on a la 4G. Voilà. Évidemment que cette 4G, elle permet une chose, c'est l'accès à des contenus, et elle est comme des milliers de bibliothèques répliquées dans chacun de nos téléphones portables, et avec tout l'effet culturel et l'effet de développement que cela crée. Alors, on va avoir toutes ces musées, ces bibliothèques, et puis on va avoir une deuxième catégorie de droits qui sont les produits du service public. Alors c'est plus que ce dont je parlais, c'est que le service public fonctionne, et on va avoir des produits. Donc par exemple, toute la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est le produit du service public. Évidemment, la recherche scientifique a une double nature. C'est à la fois l'objet du service public, on va se servir de la recherche scientifique pour en produire plus, mais aussi l'objet du service public, en ce sens qu'on va produire de ces biens immatériels. Évidemment, en matière culturelle, on pense tout de suite à toutes les sciences humaines, et on va avoir un développement et peut-être une plus grande prise en compte des sciences humaines dans les années à venir à partir de ce développement de biens immatériels autour de la recherche scientifique en sciences humaines et en art, et etc. J'imagine que comme chez nous, les universités africaines ont tout intérêt à développer des programmes de recherche, financer des programmes de recherche, trouver des financements internationaux pour valoriser ces danses, ces chants, ces traditions qu'il faut figer. Et évidemment, quand on peut filmer ce type d'activité culturelle, eh bien on peut les numériser et on peut les répondre de manière extrêmement facile. On a là une double immatérialité. L'immatérialité de ce qu'on filme, c'est-à-dire le chant, la danse, la tradition orale, la langue, le dialecte, et puis on a une deuxième numérisation, donc une seconde immatérialité de la chose, qui est la numérisation de la chose déjà immatérielle. Voilà. Et donc c'est très intéressant de réfléchir sur ces biens immatériels, parce que dans un premier temps et un second temps, c'est autour de ça que se crée la croissance et le droit aujourd'hui. Alors, évidemment, nous avons développé d'autres biens immatériels qui ne sont pas culturels, mais qui valent la peine d'être évoqués, qui sont des droits en eux-mêmes, qui vont être valorisés. On pourrait dire, j'en discutais que ma collègue tout à l'heure, on pourrait dire titrisé. Voilà, c'est qu'en fait, on va créer à partir d'un droit une valeur. On va prendre la valeur issue du droit comme une valeur en tant que telle et en créer un marché. Vous les connaissez, il y en a certains qui sont très connus, qui sont les quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors on va dire, voilà, chaque pays, puis chaque entreprise dans chaque pays a le droit de polluer. On vous autorise de polluer, d'envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et on va dire, vous avez le droit à tant de tonnes de gaz à effet de serre. Et tous les ans, on va le baisser. Et ceux qui n'utilisent pas leur gaz à effet de serre, c'est qu'ils investissent pour améliorer les usines, pour éviter de mettre des filtres, etc. Et bien qu'est-ce qui va se passer? Ils vont pouvoir vendre leurs autorisations à d'autres. Et ces autres vont pouvoir plus polluer parce qu'ils n'auront pas investi. Mais celui qui a investi va regagner de l'argent, va rentabiliser son investissement, tout pour la simple et unique raison qu'il va pouvoir vendre ses droits de gaz à effet de serre. Voilà. Là, on a effectivement un type de valorisation qui est extrêmement important. Alors, un dernier point que je voudrais aborder dans les minutes 30 qui me restent sur cette idée d'accès à l'information et du big data. En fait, on a eu une évolution en 3 temps, disons-le. D'abord, en 4 temps. 3 temps en partant d'un premier. Premier temps, base, c'était le secret. Tout ce qui est public, c'est secret. Au fond, peut-être parce que la défense, etc., était l'essence même de l'État. Et par conséquent, par principe, une information d'une personne publique, c'est une information secrète. On est passé, en France, en 1978, à l'idée qu'on devrait avoir accès aux documents administratifs.
Alors, une forme de démocratisation dans l'accès aux documents administratifs. C'est une première approche de ça. Puis, en France, en 94, par là, au milieu des années 90, on est passé à une diffusion d'informations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va mettre officiellement publiques. On l'avait déjà en réalité, puisque dès la Révolution française, on avait les journaux officiels. Le journal officiel, c'est une diffusion de certaines informations publiques. On va développer ça en disant voilà, il y en a de plus en plus qu'on va devoir répandre d'informations. C'est de la transparence démocratique en réalité, et donc voilà. On a atteint aujourd'hui quelque chose de bien différent. Et en France, depuis 2005, depuis vraiment une date extrêmement récente, 12 ans. Depuis 12 ans, on va avoir un droit de réutilisation. Ce droit de réutilisation, il a une énorme influence en matière de big data. C'est-à-dire qu'on va vouloir mettre un maximum de choses disponibles en espérant pouvoir en tirer des profits. Ces choses disponibles, en France, ça s'est traduit par un site, data.gouv.fr. C'est-à-dire que tout ce qui est donné public des ministères, etc., va sur un site, on y a accès. Alors on y a accès quand on est journaliste, on y a accès quand on est personne privée, intéressée par la vie publique, on y a accès quand on est élu local, etc. Et on y a bien sûr accès quand on est chercheur. Alors, ce big data, la question est de savoir est-ce qu'on vend ces données ou est-ce qu'on ne les vend pas. La chose encore plus forte, évidemment, lorsqu'on parle de biens culturels, parce qu'on revend des biens culturels avec des phénomènes bizarres. En France, on a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, normalement, le droit de M. Eiffel et de sa famille a disparu. On a le droit de photographier la Tour Eiffel comme il le faut. Ah non, mais certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de nouvelles lumières sur la Tour Eiffel. Et donc, on n'a pas le droit de prendre des photos de la Tour Eiffel, sauf à payer. Alors, pour les revendre, bien sûr, mettre dans des documents officiels, dans des livres, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que quand on prend une photo de la Tour Eiffel la nuit, on ne prend pas la Tour Eiffel qui est libre, on prend les lumières de la Tour Eiffel qui, elles, ne sont pas libres. Bon, donc, vous voyez, les jeux autour de ces éléments culturels qui peuvent se perpétuer alors que ce sont des biens communs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Union européenne a valorisé à 140 milliards d'euros les biens immatériels de l'État. Et la question de comment est-ce qu'on va en avoir des bénéfices est de deux ordres. Je finirai sur ce point. Premier ordre, tout simplement en vendant ses licences. La personne publique va être titulaire des droits et va vendre ses droits. Alors, cette situation, paradoxalement, elle est relativement faible. Figurez-vous qu'on va distinguer, elle est globalement de 10 milliards d'euros. Beaucoup, mais c'est au regard du budget de la France, on va à Chine. 10 milliards d'euros, mais il faut bien distinguer deux situations. Il y a la situation des données normales qu'on va vendre et qui rapportent en fait un seul petit milliard. Et qu'est-ce qu'on va vendre? Ce sont les droits. Donc les droits de licence hertzienne, les droits à polluer, c'est ça qui va en fait rapporter 8,8 milliards. Vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans les biens culturels et que si on vend des licences de biens culturels, on ne va pratiquement rien gagner. En réalité, la véritable valorisation des biens culturels, comment elle se fait? Par les résultats d'un usage. Le big data, l'idée de mettre tous ces biens à disposition de tous, eh bien c'est un usage indirect. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ces données qui sont appropriées par les personnes publiques, qui sont mises à tous, eh bien d'autres vont les utiliser, d'autres vont les analyser et d'autres vont créer de la croissance. L'exemple le plus simple sont les applications. À partir des données publiques, par exemple, des trajets de transport, les données de GPS de nos bus quand ils en ont, les données, les photos des musées, les livres, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va créer de la richesse que certains vont l'utiliser gratuitement et créer de la richesse. Quand quelqu'un, à partir des différentes photos d'un musée, crée un cours d'histoire de l'art et le met en MOOC gratuit lui-même, est-ce qu'on n'a pas un développement de la culture et de la civilisation? Quand on a des langues perdues qui sont réactivées comme ça, on a un développement de la culture, de la civilisation et des richesses créées. Voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher à trouver de l'argent directement, il faut chercher à créer de la richesse et de la croissance. Merci à tous. Merci. Bien, Madame le Ministre, merci beaucoup d'être resté avec nous malgré vos lourdes responsabilités. Voilà, on sent toujours le professeur. Voilà, merci. Bien, nous avons écouté tour à tour le docteur Denis Boussou, M. Sekongo, Maître Ngom et le professeur Grégory Talplech. Alors, si on va ouvrir les échanges, normalement je devrais
vous rappeler ce qui est l'essentiel de ce qui a été dit, mais comme je vous ai vu tous au studieux pendant qu'ils intervenaient, je suis sûr que vous avez pris les notes appropriées. Et donc, on passe directement aux échanges. Bon, oui, la première liste. Vous rappelez votre nom, s'il vous plaît. Monsieur TY. Ah, Petit Barthélemy, d'accord. Ensuite, Diaba. D'accord. Oui. Tissier. Un quatrième ou une quatrième? Vous avez ici? Oui, monsieur? Monsieur Kamal. Le cinquième pour où on commence avec les 4. Ce qui serait bien fait, c'est que vous vous présentez un peu, même pas système CV pour avoir un emploi, c'est-à-dire nom, prénom, avec ce que vous faites dans la vie. En fait, c'est important pour les conférenciers de savoir si la question est posée par un spécialiste ou par un non-spécialiste et tout ça. Et puis que les questions respectent les 3 règles. Voilà. Claires, concises. Voilà. Bien, allez-y, monsieur Biti, Barthélemy. Et vous indiquez aussi auquel des intervenants vous adressez la question, si c'est à l'un d'entre eux précisément ou si c'est à tous. Merci bien, Président. En fait, la question est adressée à tous. Celui qui peut la répondre. Je suis Biti Barthélemy, conservateur principal de musée, enseignant de muséologie à l'INSA. Très bien. Doctorant en inventaire du patrimoine culturel immatériel. Très bien. Ma question est sur le thème en lui-même. La Convention de 2003 nous parle de patrimoine culturel immatériel. Ici, le thème c'est valorisation économique du patrimoine immatériel. Donc je voulais savoir si c'est une autre approche qui enlève le thème culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un thème patrimoine culturel immatériel et il y a un autre thème patrimoine immatériel. Ensuite, dans la Convention de 2003, on nous parle des communautés. Ici, on nous dit patrimoine immatériel des collectivités publiques. Alors qu'ici, nous avons des juristes qui sont là. Lorsqu'on dit collectivité publique, c'est différent de communauté. Donc, je me rends compte qu'il y a une autre approche du patrimoine immatériel. Je voudrais bien cerner le thème qui est là. D'accord. Peut-être le docteur Allah est dans la salle, non? Ou, non? Et monsieur Koulot? Vous pouvez répondre. Ouais. J'en discutais avec M. Collot juste avant, donc s'il ne veut pas descendre. Il y a effectivement, je pense, une distinction entre la protection du patrimoine immatériel, ce qui est déjà une chose, et le patrimoine immatériel culturel. Le problème, c'est que l'un s'insère dans l'autre, et que si on commence à avoir, si on veut un droit cohérent, si on veut un droit qui se développe de manière harmonieuse, eh bien, il faut avoir un droit qui ait des règles communes. Alors, le plus simple, c'est de faire des règles communes pour le patrimoine immatériel quand elles en nécessitent, et enfin pour les biens immatériels quand ils en nécessitent, et puis ensuite, secondement, pour les biens culturels quand il y a une spécificité du bien culturel. Mais l'une des questions qui se pose, et effectivement, alors la première table ronde a été quelque peu bousculée par rapport au programme initial, mais la première table ronde était, au départ, dans la conception scientifique du colloque, faite pour poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un bien immatériel et comment globalement on les gère. Et ensuite, cet après-midi, pour dire, voilà, et les biens culturels, quelle est leur spécificité au sein des biens immatériels. Donc là, on a effectivement contraintes d'avion, de présence, etc., un peu modifié tout ça. Mais je pense qu'effectivement, votre question est tout à fait pertinente parce qu'elle pose la question de savoir si le bien culturel immatériel est un bien immatériel comme les autres. Et je pense que c'est plutôt l'après-midi qui te répondra à ça. D'accord. Donc vous êtes invité à rester pendant l'après-midi pour avoir la réponse. De toute façon, vous avez eu un début de réponse, de ce qu'il a dit. Bien, monsieur Diava. Merci. Albert Ikpa Diava, je suis juriste doctorant. Je travaille sur la consistance des domaines des collectivités publiques et moyennes. Alors, ce que je voulais dire, peut-être que justement mon intervention, le premier point va concerner un système de contribution. Et puis le deuxième aspect, ce sera une question à l'endroit du professeur Boussou.
Donc, sur le premier point, ma contribution, justement, je pense, va permettre d'apporter un tout petit peu, si je puis me permettre, d'apporter en tout cas la réponse à ce que demande le premier intervenant. Mais ce n'est pas une conférence. Hein, bien sûr, on ajoute à ce que bien voulu avancer le professeur. Alors, sur le patrimoine immatériel des collectivités publiques, je pense que quand on peut essayer de se risquer un inventaire, on peut essayer globalement d'établir trois grandes branches. Le premier, d'abord, il y a les biens qui relèvent de la propriété intellectuelle. Les biens qui relèvent de la propriété intellectuelle. Le deuxième, il y a également les biens qui sont la propriété incorporelle, mais non intellectuelle. À ce niveau-là, il y a des biens comme l'espace aérien, essentiellement dans la plupart des droits africains. Et ce n'est pas le cas en France, puisqu'en France, par exemple, il n'y a pas de domaine public aérien. Et également les fréquences radioélectriques. Et puis enfin, le dernier point qui concerne les droits patrimoniaux, mais non assimilables à la propriété. Les droits patrimoniaux non assimilables à la propriété, c'est essentiellement la plupart des titres, des autorisations administratives. Donc voilà, tout ce qui peut faire, à mon sens, momentanément, en tout cas, constituer le patrimoine immatériel des collectivités publiques. Ça fait partie des recherches que vous avez faites pour la thèse, c'est ça? C'est essentiellement dans le champ de mes travaux. Ah d'accord, mais les travaux ne sont pas encore validés par le jury, non? Oui, oui, bon, c'est juste pour savoir. Oui, juste pour savoir, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, sur la question adressée au professeur Boussou, je veux savoir, en tant que vous, puisque vous êtes le directeur de l'Office de la propriété intellectuelle et nouvellement élu DG de l'OAPI, je veux savoir, est-ce qu'actuellement il existe dans votre inventaire, est-ce que vous avez connaissance d'œuvres intellectuelles qui ont été recensées, enregistrées au nom et pour le compte des collectivités publiques ivoiriennes? Je veux dire l'État, les collectivités publiques. De toute façon, il sait, c'est connaît la définition des collectivités publiques. Merci. Est-ce que vous en avez déjà eu connaissance? D'abord, il faut préciser la terminologie. Vous parlez d'enregistrement. Bon, ce n'est pas le terme que nous allons utiliser. Peut-être si vous parlez de protection en compagnie. Alors, l'enregistrement, il y a, pour ce qui concerne l'enregistrement, si c'est l'enregistrement que vous parlez, à ma connaissance, il y a un processus qui est en cours qui concerne un certain nombre d'éléments du patrimoine ivoirien, notamment les toiles de Korogo dont j'ai parlé tout à l'heure, essentiellement les motifs, un certain nombre de motifs. Pour les toiles de Korogo, je peux vous donner le chiffre, à peu près 150 motifs de toiles de Korogo qui font l'objet d'un enregistrement. Les Baïm Baoulé, à peu près 300 motifs ont fait l'objet d'un enregistrement. Donc si vous raisonnez en termes d'enregistrement. Donc le processus est en cours. Il y a aussi des dénominations et des dénominations qui sont en cours d'enregistrement. C'est le cas de la Tiéké. Si vous raisonnez en termes d'enregistrement. Maintenant, en termes de protection, bien entendu, il y a un certain nombre d'éléments qui sont protégés, disons, d'office. J'ai parlé tout à l'heure du folklore, qui appartient à titre originaire à l'État ou à l'Évite, et qui sont protégés du seul fait qu'ils existent. Et donc, voici ce que je peux dire, mais on peut rentrer dans les détails si vous souhaitez. Alors là, vous voulez intervenir là-dessus, Maître Ngom? Oui, une petite précision. Je pense que dans la tête de l'intervenant, il mélange droit d'auteur et propriété littéraire, artistique et propriété industrielle. Je pense qu'on a peut-être fait l'erreur de ne pas faire cette distinction à l'entame de la présentation, parce que quand il parle d'enregistrement et d'œuvres, ça ne peut pas exister dans la même phrase, parce que les œuvres de droit d'auteur sont protégées sans formalité dès la création par la loi sur le droit d'auteur. Donc, pour savoir s'il y a du patrimoine immatériel culturel qui est protégé, c'est au Burida qui peut demander. Maintenant, on a tout ce qui est propriété industrielle qui fait l'objet de demande d'enregistrement. Et à la fin du processus d'examen, l'office accorde ou non des droits, des titres. Donc, il faut faire la distinction entre les deux. Merci. Tout ce qui a été fait, ce dont vous avez parlé, Dr Boussou, c'est pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire ou d'une collectivité précise? Alors, c'est pour le compte il y a deux aspects. Il y a un certain nombre de produits qui sont faits pour le compte de la collectivité nationale
quand on prend le folklore. Et il y a, si je prends la toile de Korogo, les Païbaoulé, ça c'est enregistré directement au profit des créateurs de ces dessins et modèles qui ont été organisés en ce qu'on appelle un organisme de défense et de gestion. Donc si vous prenez les tisserands des toiles de Korogo et des peintres des toiles de Korogo, ils ont été organisés en ODG et c'est au profit de l'ODG que ces dessins sont enregistrés. Pareil pour les tisserands de Païbaoulé, ODG c'est en fait des coopératives, des groupements de coopératives, et donc qui sont propriétaires. Maintenant, si on prend le processus dans d'autres domaines, il y a, par exemple, tout ce qui concerne les dénominations. Il y a des dénominations qui ont une valeur nationale. C'est par exemple le cas de la Tiéké. Il ne serait pas efficient de protéger la dénomination au profit d'un seul groupement. Donc, c'est fait au profit de la collectivité. Mais si vous avez une variante dans la dénomination, alors c'est fait au profit du groupement. Par exemple, la Tiéké Aladjan va être fait au profit des Aladjans. Mais la Tiéké est fait au profit de la Côte d'Ivoire. Mais dans l'imaginaire comme ça, qu'est-ce qui pourrait revenir à une collectivité publique? Alors, ce qui peut revenir à une collectivité publique, c'est qu'il y a des créations intellectuelles qui, par nature, ne peuvent être que la propriété de la collectivité. C'est ça. Parce qu'ils sont le fruit d'un processus de création de la collectivité. Si vous prenez le folklore, c'est la collectivité qui le fait. Mais dès lors qu'on connaît l'individu qui a créé, on n'est plus dans le folklore. La particularité, c'est qu'on ne connaît pas précisément l'individu qui a créé. Donc on suppose que c'est un individu qui appartient à la collectivité nationale. Maintenant, il y a d'autres créations qui appartenaient à des individus. Mais, par exemple, la durée de protection a expiré. Alors, ça va tomber dans le domaine public comme Maître Ngom en parlait. D'accord. Monsieur Diaba, vous pourriez peut-être après aussi parler avec le professeur Kalpech, citant un peu sa collègue et les trois catégories de biens qu'il a indiquées, biens immatériels, objets, services publics, produits, services publics, etc. Ça peut aussi vous aider dans vos travaux. Monsieur Tissier. Merci, Président. Je suis Monsieur Tissier, chef de service archives et documentation à l'Office ivoirien du patrimoine culturel. Doctorant en culture et développement sur le thème enjeu de l'archivistique Enjeu de la l'archivistique. Ah, de l'archivistique. De la conservation du patrimoine culturel ivoirien. D'accord. Vous citez les camps? Bon, la soutenance, c'est dans le semestre. Ah, ce semestre. Ah, c'est bien ça. Ma question est la suivante. Comment les archives peuvent-elles contribuer à la protection du patrimoine immatériel des collectivités? Nous savons que l'Afrique, l'écriture est née en Afrique en moyenne 3000 ans avant Jésus-Christ, mais l'Afrique a hérité une culture de l'oralité. Le plus souvent, certaines personnes perdent leurs inventions parce qu'elles ne produisent pas d'archives. En quoi ces archives-là peuvent contribuer à la sauvegarde du patrimoine immatériel? C'est à tout le monde la question ou... Non, à monsieur le président de l'OIP. Merci. Bien, merci monsieur Tizier. Je pense que vous touchez du doigt une question essentielle, mais qui sera débattue dans les autres thèmes. Mais je vais vous juste dire quelque chose. Je fais partie de ceux qui ont constitué le CNDJ, le Centre national de documentation juridique. Et pour faire la mémoire du droit ivoirien, vous savez où est-ce qu'on est parti? On est parti à Aix-en-Provence. D'accord. Donc je pense que si vous êtes là l'après-midi, les collègues seront forts de vous donner la contribution de l'archive. Très bien. Donc votre thème de doctorat est quelque chose de très important. Il faut nous dire la date exacte, ça peut intéresser les gens ici. Dites ça après à M. Alain. Comme ça, on va passer l'information, ça peut intéresser les gens. N'est-ce pas, professeur Abdourahmane? Ça peut vous intéresser, non? Professeur Abdourahmane, ça peut vous intéresser, non? Non?
Il y a le droit de l'archive, non? Bon, dernier intervenant, Monsieur Camara, enfin pour cette liste, hein. Monsieur Camara. Oui. Merci, monsieur. Monsieur le président du tribunal de commerce d'Abidjan. Je suis monsieur Mouti Camara, étudiant en licence 2 de 3 à l'Institut universitaire d'Abidjan. Oui. Dans les différentes interventions, j'ai eu quelques éléments de réponse, mais ma question demeure. Voilà. Ben, posez-la. Donc, j'aimerais savoir quels sont les éléments qui consistent, les éléments véritables du patrimoine immatériel. Et donc, après cette question, j'aimerais savoir si M. Grégory Calflèche peut faire une énumération des biens publics immatériels qu'il avait commencé à citer. Donc, une énumération vraiment. D'accord, je rappelle ça. Bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine, la façon concrète, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui est-ce qui veut répondre à la question? Monsieur Skongo, peut-être, non? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le patrimoine culturel matériel? Qu'est-ce qu'il y a de façon concrète? De façon concrète. Disons, comme dire, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Alors, bon, pour aller à l'essentiel, dans la convention de 2003, qu'il faudrait que vous connaissiez un peu plus sur le net, ou bien vous allez à l'UNESCO, ils vont vous... Voilà, voici les gens de l'UNESCO qui vous donnent déjà une copie. L'UNESCO a formalisé 5 grands domaines du PCI, du patrimoine culturel immatériel. Il y a les techniques, c'est-à-dire les techniques traditionnelles. Il y a les manifestations sociales, comme les rituels et les événements festifs, tout ce qui est rite de passage, etc. Il y a la connaissance les connaissances et pratiques liées à la nature et à l'univers. Il donne comme exemple, par exemple, tous les éléments de ce qu'on appelle les ethnosciences, c'est-à-dire les connaissances liées soit à la botanique, soit à la faune, etc. Les plantes médicinales et leurs vertus font partie de cette catégorie. Il y a les arts du spectacle, tout ce qui est chant, tout ce qui est musique, tout ce qui est danse, etc., font partie du patrimoine immatériel. J'ai dit 5, qu'est-ce que je peux encore citer? Ben, ce que vous savez, parce que lui ne le sait pas. J'ai cité comment? Les connaissances et pratiques. C'est ça. Voilà. Ça, je l'ai dit là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. À l'artisanat, voilà. L'artisanat, c'est ce que j'ai appelé les techniques anciennes, les techniques traditionnelles. Donc, je fais le tour. Donc, voici un peu... ce qu'il y a concrètement là-dedans. Voilà. Donc, c'est tout ce qui forme l'essence de la vie sociale et culturelle des peuples africains. Voyez? Seulement africains? Des peuples du monde. Ah voilà. On a mis l'accent sur le fait que c'est vraiment la convention qui prend à bras le corps les réalités africaines. Ouais. Puisqu'il y a d'autres conventions qui traitent d'autres types de patrimoine. Okay. Donc voilà. Vous passez le micro juste à M. Calflèche pour... Je sens que mes distinctions vous plaisent beaucoup. Alors, surtout qu'elles ne sont pas de moi, alors j'ai d'autant moins de mal à vous répondre. Elles ont un droit intellectuel de Mme Odile de David de Beauregard-Berthier, c'est un nom très long. Hein, donc, je vais vous donner 2 distinctions en réalité très rapidement. Il y en a une qui est plutôt celle du Conseil d'État et qui regroupe, donc on va avoir une catégorie sur les propriétés industrielles. Donc, propriétés industrielles, on va avoir les brevets, les marques, marque publique, pour ce qui est du domaine public, c'est-à-dire qu'une ville, par exemple, qui s'appelle Paris, c'est une super marque, Paris. Et ça peut se vendre très cher, il y a beaucoup de gens. Paris-Plage aussi, par exemple. Paris-Plage, au moment où, vous savez, ils avaient fait une plage à Paris. Et en fait, c'est la ville du Touquet, qu'on appelait le Touquet Paris-Plage, qui est une ville sur la mer,
en gros la ville la plus proche de Paris sur la mer. Et ben, le Touquet avait posé la marque Paris-Plage, et donc voilà, et quand il n'avait pas renouvelé, et ça, et donc c'est comme ça que Paris a pu mettre Paris-Plage. Vous voyez que ça sont des marques publiques qui rentrent dans ces procès industriels. Les savoir-faire aussi, les noms de domaine sur Internet, ce sont des propriétés industrielles. Ensuite, il y a les propriétés littéraires et artistiques, dit le Conseil d'État, les logiciels, les sites, les bases de données, les œuvres originales, etc. Et puis les droits régaliens qui sont spécifiques aux personnes publiques, et notamment, comme chez vous, le domaine public aérien, le domaine public aérien chez vous et pas chez nous, et puis les quotas de droits d'émission de gaz à effet de serre, ou les droits d'occupation du domaine. C'est-à-dire quand on dit, ben voilà, vous avez le droit d'être là, on vous prête le domaine public, et ben voilà, ça sont des droits. Alors ça, c'est la première distinction, qui est plutôt celle du Conseil d'État, une législation générique. Sinon, celle de Odile David de Beauregard-Berthier, elle regroupe 3 catégories. Les biens immatériels dits objets même du service public. Voilà, c'est quand le service public c'est un bien immatériel. Exemple, la bibliothèque numérique. Voilà. Les biens immatériels produits du service public, c'est-à-dire tout ce qui découle du service public. Et là, il y en a beaucoup, je peux vous dire. Hein. Vous voyez le nombre de paperasses qu'il y a dans les administrations. Au fond, si on réfléchit bien, toute cette paperasse, des colonnes numériques, etc., ça devient des biens immatériels du public. Toute la production, même il y a toute une question qui se pose sur que deviennent les brouillons et les premières versions des articles scientifiques. Parce qu'au fond, ce sont des biens immatériels, et parfois l'auteur est allé trop loin, et au fond, son brouillon était mieux que là où il est allé. Où il y a eu des idées qu'il a enlevées qui étaient peut-être meilleures que deviennent ces brouillons. Théoriquement, alors je sais que, pour vous le dire, en France, à Toulouse, on a la Maison des sciences de l'homme qui s'occupe des sciences de l'homme et qui veut faire une base de données en disant à tous les chercheurs, écoutez, on vous sauvegarde tout, elles sont à vous ces données, mais elles sont un peu à nous, bref, on ne dit pas trop à qui elles sont parce qu'on ne sait pas. Et vous allez les mettre dans une base de données du CNRS. Dès que vous écrivez, en fait, votre Dropbox à vous, elle va être sur un site du CNRS, comme ça on aura tous vos brouillons, et ça constitue en partie de données publiques. Voilà. Et puis, 3e catégorie, très rapidement, c'est le support du service public, et là on retrouve nos ondes hertziennes et notre domaine public aérien quand il existe. Alors, c'est une catégorie intellectuelle, c'est-à-dire que si on regarde bien, il y a des biens qu'on peut passer à plusieurs endroits. Et c'est pas grave, ça gêne pas. En tout cas, intellectuellement, ça permet de clarifier les choses. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de prendre encore 2 questions? Deux questions, d'accord. Oui, il y a une dame. J'allais même dire qu'une question sera réservée obligatoirement à une dame, que j'aurais choisi d'ici si personne ne s'était désigné. Oui. Bien. C'est Madame Tano. Ensuite, 2 dames, c'est bien. Salani. D'accord. Bien, Madame Tano, vous pouvez y aller. Merci bien. Je suis Tano Micheline, titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un master 2 en développement culturel, option culture du commerce. Oui. Avec un thème sur le développement culturel de la vision de l'Union africaine, agenda 2060. Maintenant, ma question, je pose la question à M. Dr Boss. Et je suis assistante au programme Culture Bio UNESCO Abidjan. Ah, d'accord. C'est ça qui vous donne l'argent, non? C'est parce que vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Parce que vous avez cité seulement les diplômes, pas mal de... J'ai une question à l'endroit de Dr Bossou et du professeur Sekongo. Alors, il s'agit du patrimoine culturel immatériel. J'aimerais savoir si la synergie qui existe ou qui pourrait exister entre l'OIPI et le ministère de la Culture qui est en charge de l'inventaire du patrimoine culturel. Bon, ça sort un peu du cadre, mais il va répondre quand même à la question. Oui, parce que tout à l'heure, en parlant, il a parlé de la ticket. La ticket, c'est un produit culturel ivoirien. D'abord, il est alimentaire, mais enfin, après, il est culturel. Oui, mais c'est un produit culturel ivoirien. Donc, en fait, selon moi, il doit y avoir une synergie entre le patrimoine, la direction, la DPC et l'OAPI. D'accord,
Vous répondez peut-être après, M. Sekongo, si vous... Oui, il y a forcément une synergie puisque l'OIPI dépend également en partie du ministère de la Culture. Ce sont les champs d'intervention qui divergent. Nous, notre mission, c'est de donner la sécurité juridique de ces éléments du patrimoine en utilisant les outils de la propriété intellectuelle. Et bien entendu, au niveau du ministère de la Culture, il y a toute une autre législation, notamment la loi sur le patrimoine culturel aussi, qui indique un certain nombre d'actions dont j'ai parlé, recensement, classement, etc. Et nous, notre mission, c'est donner une sécurisation juridique et faire en sorte que le titulaire de cet élément du patrimoine puisse l'exploiter de façon économique. C'est beaucoup plus ça. Sinon... D'accord. En tout cas, il n'y a pas d'opposition, hein, c'est une synergie. M. Sekongo. Oui, merci de votre question. Je pense que effectivement, votre préoccupation est réelle et mérite effectivement d'exister. En conclusion à mon propos, j'ai dit clairement que s'agissant du patrimoine culturel et immatériel et de sa gestion, il y a nécessité d'action partenariale, d'action synergie. Vous avez même dit action vigoureuse. Merci. J'ai noté, vigoureuse. Absolument, c'est important. Parce qu'effectivement, cette question du patrimoine immatériel, elle a des aspects, j'allais dire transversaux. Elle a des aspects transversaux et effectivement, qu'il s'agisse de l'Atiéké qu'il faut protéger, qu'il s'agisse aussi des savoir-faire au plan culturel qu'il faut identifier et protéger également, il y a nécessité de se rencontrer. Voyez? Donc je pense que les actions à mener ultérieurement, c'est de rapprocher toutes les parties prenantes et de faire en sorte que chacun connaisse où il s'arrête et où commence l'action de l'autre. Donc c'est essentiel qu'effectivement on se retrouve quelque part. Si on continue à travailler chacun de son côté, il me semble qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Voilà un peu ce que je souhaitais dire pour renforcer votre préoccupation. Qui pourrait prendre l'initiative d'une telle rencontre? Le ministère de la Culture. Voilà. Voilà. Si ça ne se fait pas, vous savez, il faut aller frapper. Ouais. Madame Salani, c'est ça? C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle Salani. Ouais. Bonjour à tous, messieurs les intervenants. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre brillant exposé sur la valorisation économique du patrimoine immatériel de collectivités publiques. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en licence 3 de droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan. Très bien. Ma question est donc la suivante. Je voudrais savoir, considérant que le patrimoine culturel, disons tout ce qui est pratique culturelle, fait partie de patrimoine, on peut dire personnel de peuple ivoirien. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas les désacraliser que de permettre aux collectivités publiques ou encore à l'État de pouvoir s'en approprier de un et de pouvoir les utiliser afin d'en tirer quelques profits économiques que ce soit. D'accord. Vous partez du postulat que tout est sacralisé, c'est ça? Oui, certaines de ces cultures. D'accord. Tout n'est pas sacralisé. Bon, bien. Ceux qui profanent le sacré. Bien, je crois que la préoccupation de mademoiselle Salani rejoint un peu une des questions qu'on a renvoyées à l'après-midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces éléments
que nous cherchons à protéger et qui est une véritable problématique. Il y a des éléments qui relèvent du sacré. Je crois qu'il y a une communication sur les savoirs traditionnels. Alors, la question qui se pose, c'est quelle est la technique la plus efficiente pour valoriser, préserver, valoriser ces savoirs sans les dénaturer. Et je pense que l'après-midi, les collègues vont en parler. Maintenant, il y a d'autres éléments du patrimoine qui n'appartiennent pas forcément à des peuples, à des populations, mais qui appartiennent en propre à des collectivités. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du folklore, qui, d'après notre loi, appartient à l'État. Et donc, la protection que l'État va faire de ce folklore, la valorisation économique que l'État va faire, le bénéficiaire in fine, c'est la population. Je crois que Maître Ngom vous a dit, lorsque vous exploitez un élément du folklore, vous payez une redevance au BURIDA, enfin au ministère en charge de la culture, et le produit de cette redevance va servir à des actions de développement culturel et social. Et donc, de ce point de vue, par rapport aux collectivités publiques, ce n'est pas un détournement d'un bien propre des populations au profit de la collectivité, mais la mise en valeur de ce bien au profit de la collectivité. Bien, merci. Je pensais quand même qu'on allait... Il y a eu M. Sekongo qui s'est inquiété de la mondialisation qui menaçait, etc. Et M. Ngom qui a dit que ce n'était pas du tout une menace si on savait, et voilà, si on savait l'utiliser à notre profit. Est-ce qu'on pourrait en 1 ou 2 minutes approfondir cette question-là, peut-être pour vous, les inquiétudes de la mondialisation vis-à-vis du patrimoine culturel et matériel? Merci, Président. Je voudrais peut-être, dans un premier temps, compléter la préoccupation, l'intervention du docteur. Bien sûr, il y a des éléments du patrimoine culturel qui relèvent du sacré. Alors, sur ce point, la Convention est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas aller faire des travaux d'inventaire ou de recherche sur un bien qui appartient donc à une communauté sans son accord. C'est la première des conditions, c'est même la condition sine qua non. Vous ne pouvez pas faire un travail sur un bien qui relève d'une communauté et sans l'accord de la communauté. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Deuxièmement, au cas où ils accepteraient que vous fassiez ce travail d'inventaire et de production documentaire, eh bien, des mécanismes sont mis en place pour voir justement quelle exploitation on peut en faire. Voilà, au plan documentaire. Si vous créez des CD, des vidéos, etc., eh bien, la communauté a un droit de regard sur les produits, des ventes, etc., de ces CD, en tout cas, ce que nous appelons de ces produits dérivés. Ce sont des produits dérivés du patrimoine. Donc, je pense qu'il y a des garde-fous qui sont mis en place. Pour la mondialisation. Pour la mondialisation, effectivement, Maître a indiqué qu'effectivement, on peut exploiter positivement la mondialisation. Mais sur le terrain, on constate que dans certains cas, la mondialisation a un effet pervers sur certains faits culturels traditionnels. Par exemple, avec le village planétaire, eh bien, on accède à tout maintenant, même dans les villages. Même dans les villages les plus reculés. Oui, mais en quoi c'est pervers? Mais justement, du coup, eh bien, il n'y a plus ces pratiques, il n'y a plus de veillée de compte dans les villages, il n'y a plus des chants et des danses comme on le faisait avant. On préfère allumer
la télé, la radio, etc. Ah, c'est de ce point de vue-là. Ouais. Voilà. Ouais. Et effectivement, des enquêtes ponctuelles menées sur le terrain, dans le centre-ouest, eh bien, on a vu, il y a des villages qui n'ont plus de musique traditionnelle. Oui, bien sûr. Vous voyez qu'il y a un phénomène qui est en train de naître et de se propager. Donc voilà un peu ce que je fais. Maître Ngom, comment on peut utiliser cette mondialisation à notre faveur? C'est vrai qu'on regarde de plus en plus la télé, mais c'est à nous de défendre notre culture. Ce n'est pas aux autres de le faire. Si j'ai une télé à la maison et que j'ai des enfants, ou si j'ai une télé où la télévision publique ne met pas assez de programmes culturels locaux, il y a la question des contenus déjà, des programmes qu'on nous présente à la télé. Il n'y a pas assez de contenus culturels locaux. Ça, c'est une question de politique au niveau de l'État. Il y a la question de l'éducation à nos savoirs locaux, à notre culture locale. Il y a au Cameroun, par exemple, il y a des cours de langue locale qui sont imposés maintenant dans certaines écoles. Il y a une journée de la langue. C'est à nous de défendre, c'est à nous d'éduquer les enfants en mettant à la fois ce qui est culturel, qui est propre à nous, et ce qui vient de l'extérieur. On ne peut pas vivre en autarcie. On a besoin de ces canaux pour avoir les informations, pour avancer aussi. Donc c'est à nous de mettre en place des stratégies pour que ce soit préservé et qu'on puisse prendre le bon qui vient de l'extérieur aussi. On ne peut pas vivre dans un îlot alors qu'il y a le monde autour de nous et qu'il y a des bonnes choses à prendre chez les autres. C'est vraiment, comme j'ai dit, ça dépend de comment on l'intègre et de ce que nous on met en place comme stratégie pour l'intégrer de manière à ce que nous on a subsiste aussi. Professeur Capèche, sur ce point, est-ce que vous avez... Oui. Effectivement, alors pour l'appropriation communautaire, je dois dire que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de vous, c'est-à-dire que nous, on ne connaît pas la communauté. Un exemple en droit administratif français qui est la section de commune et qui est regrouper des biens. En fait, c'est fait pour des champs communaux qui appartenaient à l'ensemble de la commune et dans les montagnes notamment. Et on a transformé la tradition d'une section de commune, c'est un petit capital fait dans la commune pour avoir des champs et des choses. On ne l'a, à ma connaissance, jamais appliqué à des biens immatériels. Et c'est très intéressant de voir comment, en fonction de votre avancée sur l'usage des communautés propriétaires de biens immatériels, parce que en matériel, au fond, on peut lisser tout ça, en immatériel, c'est plus compliqué, parce que ça touche, si c'est pas au sacré, au moins à la culture. Donc voilà, c'est compliqué. Donc pour ce point-là. La mondialisation, alors nous, on a un terme magique, qui est complètement incompris du monde entier, qui est l'exception culturelle française. Alors l'exception culturelle française, pourquoi c'est incompris? Parce que tout le monde pense qu'on se croit supérieur. Et c'est pas du tout ce que ça veut dire. Au contraire, l'exception, c'est le contraire de la règle générale. Absolument. Et quand on dit l'exception culturelle française, c'est dire, attendez, vous n'allez pas nous imposer la culture américaine et mondialisée, le globish culturel mondial. Nous, en France, on veut préserver notre culture. Et donc on a mis des barrières, des mesures, des contre-mesures à une mondialisation excessive. Alors on va avoir des quotas de musique française dans nos radios, des quotas, pour parler non plus du que français mais de la culture, des quotas de programmes culturels dans nos télés. Et ça passe justement par une régulation des moyens de communication. C'est-à-dire que c'est dans le contrat, quand on parlait tout à l'heure d'un bien immatériel qui était les fréquences hertziennes, quand l'État donne une fréquence hertzienne à une télé ou à une radio, il y a un contrat qui est passé. Et il y a une mise en concurrence en disant quelle est la meilleure chaîne qu'on veut. Et quand on demande une chaîne musicale, eh ben, elle va gagner, si elle nous dit moi je ne ferai pas 30% de musique française, je vais en faire 40%. Voilà. Et donc on a mis des contre-mesures, des protections, des sortes de barrières douanières internes. Et je pense qu'il faut y penser. Alors après, évidemment, quand on a ça, on a du financement public aussi. Quand on a du financement public, on a des bons programmes. Et après, on les vend à l'Afrique. Et ça prouve qu'en fait, ça prouve qu'avoir une exception et se protéger, c'est aussi faire de la qualité en local, et faire de la qualité en local, ça s'exporte. Absolument. Merci, monsieur. Non, d'accord. Il y a des professeurs qui sont dans la salle, je ne sais pas si... Pardon, j'espère que vous n'achetez pas notre télé-réalité par contre, hein, ne faites pas ça. Je ne veux pas qu'on confonde des choses. Je ne sais pas si les professeurs qui sont dans la salle avant qu'on... Non, Sœur Abdoman, petite intervention peut-être. Je suis quand même passé le micro au professeur. Bonjour Monsieur le Président, bonjour chers collègues, chers confrères, je salue l'assistance des étudiants. Le sujet est pertinent et en même temps
la question appelle des questionnements qui pour moi sont éternels. C'est l'arlésienne. Parce que on découvre à l'aune de ce qui a été dit que finalement, me semble-t-il, les personnes lésées sont celles qui sont créatrices, on va dire, de ce patrimoine culturel. Le mécanisme par lequel, pour faire simple, l'État s'approprie, par exemple, le folklore, sans qu'il y ait potentiellement derrière, par exemple, la compensation de ces populations-là, pose question. Et je pense qu'il faut y réfléchir au risque de créer les soubresauts qui ont cours aujourd'hui en matière de foncier rural, par exemple, où l'État s'approprie sans une indemnisation préalable ce qui est créé par des groupements que nous considérons comme informels, par des structures, par le recensement, par l'enregistrement. Et de manière sous-jacente, je pense que le juriste, tout simplement, est interpellé. Parce que comment est-ce que l'on passe de la titularisation du droit d'un objet qui apparemment appartient ab initio à un groupement informel? Comment est-ce qu'une création villageoise affleure à une titularisation par une personne? Si je prends les toiles de Corot, par exemple, l'idée de la création du motif peut être l'émanation d'un groupe de personnes. À partir de quand on arrive à l'individualisation de cette toile-là et à la titularisation de cette toile-là? La brevetabilité, notamment, pose question. La question des droits d'auteur, je pense, devrait être repensée, et le professeur Kalfesh l'a dit, en l'adaptant aux réalités africaines qui sont, je dirais, très, très subtiles, pour ne pas créer peut-être au final des frustrations. Une danse ou un masque, ou peut-être le festival des masques en pays d'un, par exemple, qui devient la propriété de l'État, au prétexte que c'est du folklore, sans qu'il y ait des mesures d'accompagnement, une indemnisation, ou en tout cas la mise en œuvre d'infrastructures, ne serait-ce que cela, pour indemniser l'État. Donc ça pose une question. Peut-être que l'une des solutions pourrait commencer par l'attribution d'une personnalité à ces groupements-là. Cela se fait en droit administratif, où on reconnaît justement avec la théorie de Oriou, la personnalité est un groupement qui se meut avec un directoire, avec des organes, pour dire que désormais, par exemple, un village, un campement, que sais-je encore, peut avoir la personnalité morale, donc peut être titulaire de droit, dès lors qu'elle a une communauté d'intérêt, une communauté de pratiques. Je pense que ce serait une solution pour essayer justement d'assurer la sécurité de ces populations-là quant à leur savoir traditionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, sir. Merci, M. Doyen Mambo. Non, pas de... Tiens. Il est 12h30. Normalement, c'était prévu pour être fini à 12h30. C'est normalement de 12h30 à 14h, c'est la pause déjeuner. Je ne vais pas avoir la prétention de résumer tout ce qui a été dit. La seule chose que je peux indiquer, c'est qu'il fallait réfléchir à cette problématique. Tous les quatre qui sont intervenus vous ont fait voir que la question de la valorisation économique du patrimoine immatériel était appelée à plusieurs sous-questions. L'approche de M. Kalfesh, professeur Kalfesh, nous a permis de voir comment, dans la perspective française, qui est d'ailleurs toute récente, vous l'avez dit, on arrive à valoriser ce patrimoine culturel immatériel. Ici en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, nous sommes au tout début du processus. Il faut que nous puissions avancer. J'ai entendu des chiffres qui m'ont fait tourner un peu les yeux, les 140 milliards, etc. C'est-à-dire qu'il faut sortir de cette situation d'assistanat dont elle a parlé pour intégrer le fait que le patrimoine culturel immatériel est créateur de valeur, producteur de richesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour y arriver au plan législatif, au plan administratif et au plan matériel? Bon, il reviendra aux uns aux autres de réfléchir, et particulièrement, je pense qu'à la fin de cette table ronde, il faudrait faire rapport au ministre de l'enseignement supérieur, bien sûr, mais aussi au ministre de l'Industrie, au ministre de la Culture, à tous les ministres intéressés. Je voudrais même faire rapport au Premier ministre, puisque c'est lui qui a tous ces ministres sous sa responsabilité, pour que l'État puisse affirmer sa volonté, encore une fois, dans le sens de la valorisation effective de ce patrimoine culturel immatériel.
tout le monde y gagnera, l'État lui-même, vous les avez appelés les créateurs de ce patrimoine, et l'économie nationale. Donc comme ça, on fera en sorte que personne ne soit laissé sur le côté dans la valorisation de ce savoir-faire immatériel. Bien, il y a une chose qui n'est pas immatérielle, c'est le repas. Donc je vous souhaite un bon appétit. Et puis à 14h pour la suite.